En 1976, le Gabon avait un PIB 3 fois supérieur à celui d'Abu Dhabi, de Dubaï et tous les Émirats arabes réunis. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Hey toi, oui toi, bienvenue sur Sina Amani Salia. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sina Amani Salia. Si ce n'est pas déjà le cas, aidez-nous à faire en sorte que ce message que l'on porte pour l'appropriation des ressources naturelles des Africains par les Africains puisse atteindre le plus grand nombre en vous abonnant à la page et en partageant cette vidéo. Le Gabon et les Émirats arabes unis. Qu'est-ce que ces deux pays ont en commun? Une énorme manne pétrolière qui a été générée dans les années 70 et une démographie faible à la même période. Le Gabon, producteur depuis les années 60, intègre l'OPEP en 1975. À cette même période, sa production dépasse les 225 000 barils par jour. Il atteint même un pic spectaculaire de PIB par habitant en pouvoir de parité d'achat de 31 090 $. À cette même période, les Émirats arabes unis avaient 11 300 $ de PIB par habitant en pouvoir de parité d'achat. Il en vient à se poser la question de ce qui s'est passé. Quels sont les facteurs qui ont créé des destins si différents pour des pays qui avaient à la base un potentiel aussi similaire? On y a réfléchi. On a fait des recherches et on est arrivé à la conclusion que les raisons qui ont amené à cette situation pouvaient être résumées à 5 facteurs. D'abord, la gestion des revenus pétroliers. Une des différences fondamentales est dans la gestion financière de la rente pétrolière. Les Émirats, dès le milieu des années 70, ont fait le choix d'épargner et d'investir une part substantielle de leurs revenus pétroliers pour le futur. Ainsi, déjà en 1976, Abu Dhabi créait la Abu Dhabi Investment Authority, ou ADIA, qui est l'un des plus grands fonds souverains d'investissement au monde. Ce fonds n'a cessé de grandir au fil des années. Du côté du Gabon, la gestion de la manne pétrolière a longtemps été plus cyclique et à court terme. Durant les années où le prix du pétrole était élevé, les dépenses publiques augmentaient fortement, sans réel mécanisme pour stabiliser le budget. Ce n'est qu'après des décennies de crise et d'expansion que le Gabon a commencé à mettre en place des outils d'épargne de la rente. Un fonds pour les générations futures est institué tardivement, puis est remplacé en 2012 par le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Deuxièmement, institution et gouvernance des revenus pétroliers. Plus simplement, qu'est-ce qu'on a mis en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas de détournement? Au Gabon, les institutions de gestion de la rente ont été plus faibles ou malheureusement détournées. L'exploitation pétrolière a longtemps été dominée par des compagnies étrangères comme Elf, puis Total, puis Shell. L'État se contentant de percevoir des redevances et une partie minoritaire à la participation dans l'exploitation. La création d'une compagnie pétrolière nationale, Gabon Oil Company, n'est intervenue qu'en 2011, limitant ainsi la capacité du pays à peser de manière conséquente sur la gestion technique et financière du secteur qui lui est si cher. Allons maintenant du côté des Émirats. La réussite émiratie s'appuie sur des institutions fortes dédiées à la gestion de la rente. À part l'ADIA que nous avons évoqué plus tôt, les Émirats disposent de compagnies nationales stratégiques comme l'Abu Dhabi National Oil qui, dès 1971, contrôle et gère l'exploitation pétrolière au nom de l'État. Cette maîtrise nationale des opérations, combinée à des co-entreprises avec des majors étrangères qui étaient obligés d'engager des Émiratis dans leur sein, a permis de garder une plus grande part des bénéfices et de développer une expertise locale. Plus simplement, la différence qu'il y a eu entre le Gabon et les Émirats, c'est que les Émiratis se sont assurés d'être des véritables acteurs de l'exploitation de leur pétrole. Ils ont forcé la main des investisseurs étrangers en leur disant: si vous voulez travailler avec nous, vous êtes obligés de nous engager, vous êtes obligés de nous laisser avoir un œil sur les chiffres et en plus, vous êtes obligés de partager votre connaissance avec nous. Troisièmement, diversification de l'économie ou autrement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cet adage résume assez bien l'approche qu'ont su adopter les Émiratis face au pétrole. Conscients du caractère épuisable de la ressource, ils ont très tôt investi les pétrodollars dans la diversification de leur économie. Abu Dhabi, la capitale, a orienté les surplus financiers vers des placements internationaux et le développement d'industries locales telles que la métallurgie de l'aluminium, la pétrochimie et les énergies solaires plus récemment. Du côté de Dubaï, je n'ai pas à vous le présenter, c'est devenu le hub touristique incontournable que nous connaissons tous. Ils ont si bien diversifié leur économie qu'aujourd'hui le pétrole qui a
pourtant été la source primaire de leur richesse, ne représente que 30% de leur économie. Pour sa part, le Gabon, malgré de nombreuses déclarations d'intention et plans, tels que le plan Gabon émergent 2025, lancé en 2009, l'économie gabonaise reste dominée par le pétrole. Environ 40% du PIB et plus de 80% des exportations de ces dernières années. Les secteurs non pétroliers comme le bois, les mines de manganèse, l'agriculture ou le tourisme sont restés sous-développés. La rente pétrolière qui aurait dû financer le développement de ces secteurs connexes n'a pas été bien dirigée. 4. Capital humain et politique éducative. Plus simplement, comment faire en sorte que les revenus du pétrole participent à rendre la population du pays plus instruite et à améliorer sa qualité de vie. Au Gabon, malgré une richesse par habitant longtemps élevée, les indicateurs éducatifs et la formation de la main-d'œuvre ont malheureusement stagné. Tout cela révèle un déficit d'investissement dans le capital humain. Le pays dispose pourtant d'une population relativement petite, 2,5 millions d'habitants aujourd'hui, qui aurait pu grandement bénéficier d'une éducation de qualité financée grâce aux revenus du pétrole. Cette population, armée de la connaissance qui leur aura été donnée grâce aux bons investissements des revenus pétroliers, aurait pu grandement participer à diversifier les expertises dans le pays et ainsi diversifier l'économie et participer au développement de ce pays qui aurait pu en faire aujourd'hui une grande puissance économique. En 1970 déjà, l'éducation est déclarée priorité absolue par le Cheikh Zayed, le fondateur du pays, qui affirme, je cite, « La jeunesse est le véritable trésor sur lequel nous devons bâtir notre avenir. Les pétrodollars sont mis à profit pour construire un système éducatif moderne quasiment à partir de zéro. Des écoles et l'Université des Émirats Arabes Unis voient le jour. Des bourses sont offertes à des étudiants pour se former à l'étranger et la scolarisation progresse rapidement. Il faut noter qu'on a vu des systèmes similaires être faits aussi au Gabon. Mais c'est leur efficacité dans le temps qui a fait la différence. Au Gabon, encore aujourd'hui, à peu près 2,1% du PIB sont alloués au développement éducatif. Aux Émirats Arabes Unis, pendant très longtemps, 5% du PIB ont été alloués à l'éducation. 5e et dernier point, vision à long terme versus gestion à court terme. Autrement dit, un vieillard voit assis plus loin qu'un jeune homme debout. Nous parlons de vision à long terme parce que d'un côté, il y a des dirigeants émiratis qui, dès le début, ont stipulé que les revenus pétroliers ne devaient pas être une fin en soi. Ces revenus devaient être des moyens de financer un développement qui profiterait à long terme au pays. Ainsi, l'argent a été dirigé vers l'éducation, vers la diversification de l'économie et a in fine créé la réalité que nous connaissons tous aujourd'hui. De l'autre côté, malheureusement, on a eu une approche plus au jour le jour. L'argent a surtout servi à financer le train de vie de l'État et à régler les problèmes immédiats que l'on avait. Il faut aussi parler malheureusement de tous les manigances et les petits coins sombres dans lesquels les fonds ont terminé. Le but de cette chronique n'est pas de pointer du doigt ou de faire le procès du Gabon. Cette comparaison est pertinente parce qu'elle met en lumière l'impact incroyable que peut avoir la gestion que l'on fait de ses ressources. On peut être aussi béni que le Gabon, avec des ressources en tout genre, avec une faible population, mais quand on ne gère pas bien ses ressources, on peut finalement être bien, mais ne pas atteindre son plein potentiel. Et il faut aussi souligner que c'est le cas de la majorité des pays en Afrique. Il n'y a pas que le Gabon. À part quelques rares exceptions, tous les pays disposent de potentiel inexploité ou de potentiel mal exploité. Notre but, comme vous le savez déjà, c'est de participer à vulgariser au maximum cette information pour faire en sorte de créer des générations qui seront conscientes des enjeux qui sont en place et qui ne prendront pas pour acquis ces ressources minières, qui sauront qu'il faudra faire des efforts pour les magnifier, pour les transformer, pour faire en sorte que ce soit de véritables tremplins pour notre développement. Tel est notre message. À bientôt pour de nouvelles chroniques.